Mesdames, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 juin à la une de l'actualité. Le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux d'un colloque national sur la défense nationale face à la guerre cognitive. Dans l'application des instructions du président de la République, une délégation ministérielle inspecte des projets et installations pour l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya de Tialet. Zoom ce soir sur le nouveau terminal à conteneurs du port de Djenjen. La première zone est en voie de finalisation et permettra de recevoir plus de navires. Quatrième édition du Salon international de l'import-export vers l'Afrique qui réunit des acteurs économiques du continent avec d'importantes opportunités d'investissement. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, coopération, plutôt avant de développer ces titres, on va parler coopération. Dans le cadre de sa visite à Séoul, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a été reçu par le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol. Ahmed Attaf lui a transmis les salutations du président de la République et ses vœux de succès pour les travaux du sommet Afrique-Corée prévu mardi. C'était à l'occasion d'une réception organisée par les autorités coréennes. Le ministre a également eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues africains, en l'occurrence le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Tougar, le ministre namibien des Affaires étrangères Peya Mouchenlenga, ainsi qu'avec le chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères Tahal El-Barour. Ces entretiens ont porté sur l'état des relations bilatérales liant l'Algérie et ses pays frères et les perspectives de leur promotion à la hauteur des aspirations et ambitions des deux parties. Il a été question de la coordination et la concertation sur les développements régionaux et continentaux en sud et préparatifs pour les prochaines échéances dans le cadre de l'Union africaine. Le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce lundi au cercle national de l'armée à Mnemsous l'ouverture des travaux d'un colloque national sur la défense nationale face à la guerre cognitive. Yannis Saïd El-Qassem pour les détails. En pris part à ce colloque, le Premier ministre, des conseillers du président de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, les commandants de force et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, les chefs de département, les directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que de hauts cadres et des professeurs universitaires. Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes et aux participants, le général d'armée a prononcé une allocution d'ouverture dans laquelle il a souligné l'importance du thème de ce colloque qui intervient dans un contexte géopolitique complexe à travers le monde. يأتي تنظيم هذا الملتقى الوطني الموسوم بالدفاع الوطني في مواجهة حرب العقول. L'organisation de ce colloque national intitulé La défense nationale face à la guerre cognitive intervient dans un contexte géopolitique régional et international, caractérisé par les mutations, la complexification des crises et l'enchevêtrement des menaces, ce qui rend difficile toute lecture prospective de l'évolution de celle-ci. Ceci est d'autant plus vrai que les puissances actuelles et celles émergentes sont en compétition acharnée pour étendre leur influence et imposer leur contrôle sur les ressources et les richesses des pays du Sud, sans tenir compte des éventuelles retombées sur la sécurité régionale et internationale et sur le droit des peuples en développement de vivre dans la sécurité, la paix et la dignité. بالانعكاسات السلبية لذلك على حق الشعوب النامية في التمتع بالأمن والسلم والعيش الكريم. Le général d'armée a mis l'accent sur la nécessité qu'il y a pour l'ensemble des acteurs nationaux de fédérer leurs efforts afin de lutter efficacement contre les desseins hostiles et remporter les enjeux de développement de notre pays. يهدف هذا الملتقى الذي يتناول بالدراسة والتحليل
أحد أخطر أشكال الحروب على وعي الشعوب واستقرار الأوطان. Ce colloque national, qui traite une des formes de guerre les plus dangereuses pour la conscience des peuples et la stabilité des États, a pour objectif de mettre la lumière et de prendre conscience de la gravité stratégique de ce qui pourrait se tramer contre notre pays par l'exploitation des technologies des guerres de 5e génération. Exemple en est les pratiques sournoises exercées ces derniers temps par des partis hostiles à l'Algérie en raison de son attachement à ses positions constantes et à sa décision souveraine, ainsi que de son soutien aux causes justes à travers le monde. À ce titre, dans la perspective de remporter les enjeux de développement initiés par notre pays, sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, il appartient à l'ensemble des acteurs nationaux, à savoir les institutions de l'État, la société civile, les élites et toutes les catégories de citoyens de fédérer leurs efforts afin de renforcer la stabilité systémique de l'État et de lutter efficacement contre les éventuelles hostilités. والتصدي بكل فعالية ونجاعة لمختلف العدائيات المحتملة. Au terme de son allocution, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle des travaux du colloque. Lors des conférences programmées, les professeurs et les experts participants ont abordé le concept de la guerre cognitive et ses formes, les risques et les menaces générées par celle-ci, ainsi que les moyens d'y faire face, selon une perspective étudiée, notamment dans un contexte international marqué par une dissolution des frontières entre l'état de paix et de guerre, ainsi qu'une exacerbation des menaces asymétriques transfrontalières. Ces conférences ont été ponctuées par les débats et les interventions des experts et des cadres qui ont donné des conceptions et des idées et ont contribué à l'enrichissement de ce colloque et ses recommandations. En application des instructions du président de la République lors du dernier Conseil des ministres, c'était hier, duquel il a ordonné l'élaboration d'un programme d'urgence exceptionnel pour répondre aux problèmes de perturbation de l'approvisionnement en eau potable à Tiaret. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est rendu dans la wilaya ce lundi en compagnie du ministre de l'Hydraulique. Ils ont inspecté plusieurs projets et installations à même de résoudre le problème ou du moins y répondre dans l'immédiat. Résoudre définitivement le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret. Un programme spécifique d'urgence sera mis en place dans les 48 heures et les chantiers devront être parachevés dans un délai de 20 jours. Lors du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur l'importance de répondre aux besoins des citoyens. D'ailleurs, il nous a dépêchés sur place, le ministre de l'Hydraulique et moi-même, à la tête d'une importante délégation pour appuyer le travail des autorités locales. 15 camions-citernes sont arrivés d'Alger et 11 de Mostaganem, ainsi que d'autres wilayas limitrophes. Nous attendons au total plus de 100 camions. Il faut maintenant alimenter les quartiers de la ville de Tiaret en priorité et les autres quartiers qui connaissent le même problème. Cette visite de travail intervient au lendemain du Conseil des ministres où le président de la République a donné une série d'instructions insistant sur l'urgence de leur concrétisation. Lors de ce déplacement, les deux ministres ont notamment inspecté les projets de forage de puits dans la commune de Ain Zarit et suivi un exposé autour du projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Djermaya. Le président de la République a beaucoup insisté sur cette question. Il a même ordonné l'achèvement de tous les chantiers d'ici Eid al-Adha. Nous tenons à rassurer les citoyens que d'ici là, tous les foyers seront alimentés en eau
Il y a lieu aussi de renforcer davantage les grands forages et le chantier de Chott-Chergui pour alimenter Tiaret en continu. Le président de la République a décidé le transfert des eaux depuis Djermaya à 120 km au sud de la wilaya et cela se fera dans les délais fixés. Les deux ministres ont également inspecté le projet de transfert des eaux à partir de Chott-Chergui sur une distance de 42 km, lequel permettra de renforcer les capacités d'approvisionnement de la wilaya à hauteur de 10 000 m3. On fait le point à présent sur le nouveau terminal à conteneurs du port de Djindjin. Les travaux de réalisation avancent à un rythme soutenu. La première zone est en voie de finalisation. Elle deviendra une plateforme de transbordement et permettra de recevoir beaucoup plus de cargaisons et donc de navires, nous dit Amel Barba dans ce reportage. Vous le voyez derrière moi, les travaux s'accélèrent pour la livraison dans les plus brefs délais de la première zone du terminal à conteneurs du port de Djindjin. Très attendu, le parachèvement du projet du terminal à conteneurs du port de Djindjin, plus grand port d'Algérie, permettra d'absorber un volume important du trafic conteneurisé. Actuellement, nous avons entamé l'achèvement de la première zone. C'est une zone sur un linéaire de quai de 322 mètres, pouvant faire accoster des navires jusqu'à 6000 UVP. Actuellement, nous avons avec un taux de réalisation de plus de 56%. Nous avons un objectif, l'achèvement de ce projet avant la fin du mois de juin, Inch'Allah. Et pour réaliser cet objectif, l'entreprise portuaire publique mobilise tous les moyens humains et matériels. Depuis la relance des travaux, les équipes travaillent 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Nous avons entamé des travaux sur les autres zones. Pour l'infrastructure, on va l'achever, Inch'Allah, fin mars 2025. Pour la réception de l'ensemble du projet, fin 2025. Ce terminal à conteneurs sur une longueur de 1800 mètres linéaires avec des tirants d'eau jusqu'à 17 mètres on peut faire accoster des navires jusqu'à 18 000 EVP dernière génération. La réception de ce terminal à conteneurs permettra d'accueillir les plus grands navires du monde, ce qui va booster davantage l'économie nationale. Sur le terrain, les visites des pouvoirs publics et des responsables de l'entreprise portuaire publique s'enchaînent pour constater l'avancement des travaux. Avec ce terminal à conteneurs, premièrement, l'Algérie peut avoir le rôle de relier l'Europe vers l'Afrique et relier l'Afrique vers l'Europe, premièrement. Le deuxième objectif, c'est de diminuer les frais d'accostage de plus de 15%. Et troisièmement, pour un simple conteneur, on peut diminuer les frais de transport d'un conteneur de l'Asie vers l'Algérie jusqu'à $80 EVP. Autre projet d'envergure, l'achèvement des travaux de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djindjin à El Elma. Le projet de la pénétrante de Djindjin Alma qui va relier le port de Djindjin à l'autoroute est-ouest au niveau de l'Alma sur 110 km. Actuellement, nous sommes au point de départ à l'intérieur des ports, là où il y a les travaux de viaduc des ports, qui est le taux d'avancement qui est de l'ordre de 69%. Des projets colossaux qui visent à assurer un flux de marchandises plus rapide et une gestion efficace des opérations d'exportation hors hydrocarbures.
Ouverture hier du Salon international de l'import-export vers l'Afrique. C'est à Alger qu'il a lieu cet événement qui revient cette année encore plus pour mettre en relation les acteurs du continent désireux d'investir et d'échanger les expériences dans différents domaines. Et les opportunités sont nombreuses, nous dit Yasmine Massoudi. La 4e édition de l'Afrimpex Algeria Expo se veut une plateforme pour renforcer les échanges entre l'Algérie et les pays africains, en permettant aux opérateurs économiques activant dans différents domaines de s'enquérir des immenses opportunités qu'offre le continent et de se positionner sur un marché en pleine mutation. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore suffisant, il y avait un déficit d'information pour nos opérateurs économiques. Je pense que ce salon est une opportunité pour moi de revenir au pays et présenter à nos opérateurs économiques ces opportunités que nous avons ici et de pouvoir montrer à nos deux peuples que nous pouvons travailler entre Africains et faire vraiment beaucoup de choses ensemble. En explorant les opportunités présentées lors du salon, notre objectif est d'établir des partenariats bénéfiques entre nos pays. Par exemple, dans le secteur pharmaceutique et industriel, nous cherchons à collaborer pour le développement et le partage de technologies. De même, dans les domaines tels que les matériaux de construction, l'électronique, l'agriculture et les techniques d'irrigation, nous sommes ouverts à l'exploration de nouvelles synergies pour stimuler la croissance économique des deux côtés. Parmi les entreprises algériennes présentes en force au salon, certaines sont déjà solidement implantées en Afrique et cherchent à consolider leur position. D'autres aspirent à s'imposer sur ce marché prometteur. On a réussi à couvrir tout le territoire algérien et on a commencé récemment l'exportation vers les pays européens et les pays africains. Et alhamdoulilah, on a réussi à faire l'exportation facilement vers la Tunisie et prochainement, Inch'Allah, vers la Libye. En participant à ce salon, notre objectif est de découvrir de nouveaux marchés, tant en Algérie qu'avec les pays africains, étant donné que notre stratégie commerciale repose sur l'exportation de notre produit. Pour les opérateurs économiques, la priorité, c'est les échanges. Donc déjà, c'est de se rencontrer, il y aura des échanges. Nous avons un espace aussi B2B qui ne peut être qu'un point positif pour ces sociétés présentes, mais même pour des sociétés qui viennent de l'extérieur, pour un petit peu discuter, échanger et trouver les opportunités d'investissement. Les industries textiles, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire et l'agriculture, mais également les transports et la logistique, autant de secteurs ciblés lors de cette édition. Ayant pour thème l'Afrique, carrefour du monde, cette manifestation économique qui s'étalera jusqu'à demain entre dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer la présence des produits algériens sur le marché africain. Pêche au thon, le navire d'inspection de la pêche au thon rouge Green Belkacem a reçu est prêt à se rendre dans les eaux internationales. Premier navire à avoir reçu l'autorisation pour assurer la surveillance aussi bien des navires algériens qu'étrangers et le respect des normes et des quotas en ligne de mire. Naïma Loualish pour les détails. Dans 2 jours, Green Belkacem, nom du navire que voici, va quitter le port d'Alger pour une zone internationale de la pêche au thon rouge située au sud-ouest de Malte. Avec à son bord des scientifiques, des contrôleurs, l'Algérie, et c'est une première, aura au même titre que les pays du pourtour méditerranéen à inspecter via ce navire les thoniers qui pêchent dans cette zone. On inspecte les navires, la conformité des navires en matière d'application de la réglementation internationale, puisqu'on est dans une zone internationale, donc on inspecte des navires algériens comme on peut inspecter des navires étrangers. Donc on applique la réglementation internationale. Donc la conformité, la réglementation, on applique la conformité soit en mode de pêche, de transfert de cette espèce et de paperasse. Ouverte le 23 mai dernier pour une période de 45 jours, la pêche au thon rouge est scrupuleusement encadrée par la Commission internationale des thonidés qui vient d'ailleurs de revoir à la hausse le tonnage algérien, passant ainsi de 2023 tonnes l'an dernier à 2046 cette année. Il est le premier de son genre en Afrique et dans les pays arabes. Ce navire scientifique équipé des équipements sophistiqués, donc de suivi et d'évaluation des ressources halieutiques, ça c'est la première, donc démersales
ou bien pélagique, c'est-à-dire le poisson dynamique, ou bien même pour étudier la flore. Nous participons avec 34 tonniers-seineurs dans les eaux internationales et nous avons, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un navire patrouilleur, un navire d'inspection qui aura comme mission l'inspection des navires bâton-pavillon national et aussi les navires de pêche impliqués dans la pêcherie du thon rouge et bâton-pavillon d'autres États. Nos navires sont inspectés dans les années précédentes par des navires d'inspection étrangers. Et cette année, ça nous fera une première fois pour l'Algérie d'avoir cette occasion et de participer pleinement dans le schéma d'inspection de l'ECAT. La présence de ce navire de contrôle dans la zone internationale de la pêche au thon rouge est cruciale, d'autant que cette pêche apporte 27 millions de dollars dans cette activité hors hydrocarbures. Début ce lundi des épreuves du brevet d'enseignement moyen. Le coup d'envoi officiel a été donné ce matin par le ministre de l'Éducation nationale à partir du lycée Shahid Mohamed Tahar Bcheiniya dans la wilaya de Tarf. Abdel Hakim Belabed s'est rendu par la suite à Annaba où il a supervisé le déroulement des épreuves qui concernent plus de 800 000 candidats à travers le territoire national. Cette première journée s'est déroulée sans incident notable. Le cas à Béchar où les élèves se sont penchés en premier sur la langue arabe et la physique. Parents stressés et élèves concentrés étaient au rendez-vous. Reportage de Ekram Bessadet. Plus de 6800 candidats, dont 3469 filles et 163 candidats libres se sont présentés ce matin aux 29 centres d'examen de la wilaya de Béchar. Et ce, pour passer les épreuves du brevet d'enseignement moyen. Toutes les mesures et dispositifs ont été pris pour le bon déroulement de cet examen. Il y a 29 centres d'examen sur le territoire de la wilaya de Béchar pour accueillir 6886 candidats, dont 7 étrangers, 8 candidats à mobilité réduite et ils sont tous encadrés par 2482 surveillants. Nous avons assuré le transport pour les candidats des zones lointaines ainsi que la restauration, en plus de la climatisation de l'ensemble des centres d'examen. À l'instar des années précédentes, les centres d'examen ont ouvert leurs portes 1 heure avant le début des épreuves, en présence du staff d'encadrement qui accompagne et oriente les jeunes candidats vers leur salle d'examen. J'ai pas peur, j'espère bien travailler pour avoir le PEM, Inch'Allah. Il y a du stress avec beaucoup de peur, mais on réussira, Inch'Allah. J'ai accompagné ma sœur pour l'encourager afin qu'elle ne stresse pas. Les parents stressés autant que leurs enfants étaient là pour les soutenir et leur apporter confiance et réconfort. Je suis stressée plus que ma fille, mais je suis là pour la rassurer et la réconforter. Je lui ai dit, c'est la même chose qu'un examen ordinaire dans ton CEM. La présence de l'un des parents, le père ou la mère, est indispensable afin de lui donner confiance. Début également de l'examen du BEM à l'école internationale algérienne à Paris. Les 18 élèves inscrits ont découvert les épreuves en même temps que leurs camarades en Algérie dans une ambiance sereine et tous les moyens étaient réunis pour le bon déroulement de l'examen. C'est ce que nous explique l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi. Il est au micro de Afef Belfouchette. Toutes les conditions étaient là pour permettre à nos enfants. Cette année, nous avons 18 élèves qui passent cet examen. Et monsieur le chef de chambre, madame la directrice et toute l'équipe administrative et pédagogique ont été présents aux côtés des enfants pour qu'ils puissent passer cet examen. À l'étranger, les jours se succèdent et se ressemblent à Gaza. Les attaques sionistes ont causé la mort de 150 Palestiniens ces dernières 24 heures. En plus de la ville surpeuplée de Rafah, les bombardements dans le centre de l'enclave sont quasi quotidiens. Les premières victimes de cette barbarie sont les enfants. La situation sanitaire et humanitaire s'aggrave en parallèle. Les aides ne parviennent pas aux Palestiniens à cause du blocus sioniste. Les détails par Malika Bellel.
Au cours des dernières 24 heures, la bande de Gaza a été le théâtre de 4 massacres perpétrés par l'armée d'occupation sioniste, faisant des dizaines de martyrs et plus de 150 blessés, portant le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza à plus de 36 400 martyrs et plus de 82 700 blessés. Tôt ce matin, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé Rafah, principalement le secteur de Tel Sultan, dans l'ouest de la ville. Pendant la nuit, au moins 20 personnes ont péri dans des frappes et des tirs d'artillerie, dont 6 dans le camp de Boureij, dans le centre de l'enclave, et 10 dans le secteur de Armadia à Khan Younes, dans le sud, et 4 dans le quartier de Zeytoun. Après 20 jours d'assaut terrestre et le retrait de l'armée d'occupation, 70 corps ont été récupérés à Jabalia, portant le bilan des corps restitués dans cette ville à 120. Au moins 7000 personnes sont portées disparues, présumées mortes sous les décombres de leurs maisons dans toute la bande. Les villes de Jabalia et Beit Hanoun sont classées désormais zones sinistrées en raison des destructions massives causées par l'agression sioniste et des récentes attaques qui ont eu lieu hier. Pas moins de 50 000 logements ont été détruits. La situation humanitaire demeure catastrophique. Le point de passage de Rafah avec l'Égypte, crucial pour l'acheminement de l'aide internationale, a été fermé le 7 mai dernier, date à laquelle l'armée sioniste a pris le contrôle du côté palestinien. Au moins 32 personnes, dont de nombreux enfants, sont décédées de malnutrition depuis le début de la guerre à Gaza et plus de 3500 enfants palestiniens confrontés à une malnutrition aiguë risquent de mourir. Des organisations internationales telles que Médecins sans frontières, Oxfam et Save the Children ont exprimé leur inquiétude face à l'accélération des décès dus à la faim, aux maladies et au refus d'assistance médicale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.